Le mercredi 10 septembre, Charlie Kirk a été assassiné en plein jour. C'était une figure politique de droite, très en vue aux États-Unis, et il venait tout juste de commencer une nouvelle tournée sur les campus. Sa première étape était à l'université de la vallée de l'Utah, à Orem. Il laisse derrière lui une épouse et 2 enfants. If you read this, you are gay, LMAO. Capital O-W-O, what's this question mark? Immédiatement après son assassinat, la chasse à l'homme pour retrouver le tireur a commencé. Kirk s'était lancé en politique très jeune et avait fondé Turning Point USA à seulement 18 ans. L'organisation se consacre à promouvoir les idées de droite dans les écoles et universités. Kirk touchait des millions de personnes grâce aux réseaux sociaux et à son podcast. Il parcourait les campus pour débattre avec des étudiants et était devenu un proche allié de Trump. On dit même qu'il a joué un rôle important dans la réélection de Trump. Des images filmées sur place montrent le probable tireur sur un toit, à environ 130 mètres de la tente où se trouvait Kirk. Il semble couché, en position de tir. Kirk discute alors avec un étudiant. You know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Avant que l'étudiant ne réponde, le tireur fait feu. Un seul coup. Kirk est touché au cou et immédiatement transporté à l'hôpital régional de Timpanogos. Yeah. You think he'd already be in place? You would think that. So there's somebody on the roof right there? Just saying. Huh. He just ran from over, where's my finger? Well, from over there, ran in, and now he's right there. Dans les images de l'événement, une personne vêtue de noir est aperçue courant sur le toit après le tir. Selon les autorités, il s'est enfui par là, puis a sauté ici. Peu après, la police publie des photos du suspect, ainsi qu'une vidéo où on le voit descendre du toit et s'enfuir dans le quartier voisin. Le FBI offre une récompense de $100 000 pour toute information. Sur place, une chasse à l'homme d'une ampleur exceptionnelle démarre. Des policiers lourdement armés quadrillant la zone. Les autorités confirment qu'un fusil à verrou de haute puissance a été retrouvé dans une zone boisée. La pression monte, 2 suspects sont arrêtés mais rapidement relâchés. 24 heures passent. Personne n'a encore été appréhendé. Pendant ce temps, le suspect, Tyler Robinson, aurait confié à un membre de sa famille qu'il avait tiré sur Kirk. Ce proche serait son père, un ancien policier. Robinson a grandi à Washington, dans l'Utah, à environ 3 heures de l'université. Le père en aurait parlé à un ami de la famille, qui aurait ensuite informé les autorités. Finalement, Robinson se rend de lui-même jeudi soir à Saint-Georges, soit 400 km de l'université de la vallée de l'Utah. Le colocataire de Robinson aurait montré des messages discordes aux enquêteurs. Selon CNN, on y lit que Robinson parlait d'aller récupérer un fusil caché, l'avoir laissé dans un buisson, avoir surveillé la zone à distance, mentionné qu'il l'avait enveloppé dans une serviette et même qu'il avait gravé des inscriptions sur les balles. Il fait aussi référence à des changements de tenue. Une piste inattendue. Alors que l'enquête piétine, un élément décisif surgit. Non pas d'un indice technique, mais d'une confidence familiale. Le suspect présumé, Tyler Robinson, aurait parlé à un membre de sa famille, plus précisément à son père. Et ce père n'est pas n'importe qui, un ancien agent des forces de l'ordre, un homme qui connaît les procédures, la loi et le poids de la vérité. Selon plusieurs sources, Robinson lui aurait avoué avoir tiré sur Kirk. Le père, bouleversé, en aurait discuté avec un ami de confiance. Cet ami, à son tour, contacte les autorités. Ainsi, le cercle se resserre autour du fugitif. Le profil du suspect, Tyler Robinson, a grandi à Washington, dans l'Utah, à environ 3 heures de route de l'université où a eu lieu l'attentat. Son entourage le décrit comme quelqu'un de discret, parfois renfermé, mais récemment transformé. Ses proches affirment qu'au cours des dernières années, il s'était de plus en plus radicalisé. Il passait des heures en ligne, absorbé par des discussions politiques, et ses prises de position s'étaient durcies. L'un des membres de sa famille se souvient d'un dîner, peu avant le 10 septembre. Robinson évoque alors la venue de Kirk sur le campus. Il exprime ouvertement son hostilité, qualifiant Kirk d'homme rempli de haine et accusant ses discours de propager la haine. Ces conversations, rétrospectivement, prennent une résonance glaçante. Alors que la pression médiatique et policière s'intensifie, Robinson prend une décision surprenante. Plutôt que de continuer à fuir, il choisit de se rendre. Tard dans la soirée de jeudi, il se présente aux autorités à Saint-Georges.
soit environ 400 km du lieu de la fusillade. La nouvelle tombe dans la nuit. Le suspect est entre les mains de la justice. L'enquête ne s'arrête pas à l'arrestation. Les enquêteurs veulent-ils comprendre la préparation, les motivations et les éventuels complices. Un élément crucial provient du colocataire de Robinson. Celui-ci remet aux autorités des échanges sur Discord. Les messages sont accablants. On y lit que Robinson évoque la récupération d'un fusil à un point de dépôt, parle de l'avoir caché dans un buisson, enveloppé dans une serviette, mentionne qu'il surveillait la zone à distance, décrit des balles qu'il a lui-même gravées avec des inscriptions, parle de ses changements de tenue pour brouiller les pistes. Chaque ligne vient corroborer les découvertes sur le terrain. Trump annonce la capture en direct dans une émission télévisée du matin. Looking real good. They have the person that they want. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. Robinson aurait gravé des phrases comme « est fasciste, attrape » et « Bella Ciao » sur certaines cartouches retrouvées avec son fusil. Bella Ciao étant très probablement une référence à l'hymne antifasciste italien de la Seconde Guerre mondiale. Sur une autre inscription « est fasciste, attrape », on distingue des symboles proches d'une séquence de touches permettant de larguer une bombe dans le jeu Eldiver. En outre, une douille retrouvée sur place portait l'inscription « Notice Bulge », capital O, What's this ? Un mème internet tournant autour d'un jeu de mots absurde. Sur une 4e balle, selon Cox, il était écrit « Si tu lis ceci, tu es gay ». LMAO. Dans une atmosphère politique aussi tendue, cette conférence de presse ne pouvait qu'avoir des répercussions dans tout le pays. Dans une déclaration faite avant même l'arrestation de Robinson, le président Trump For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. De son côté, Cox a tenu un discours très différent. We can return violence with violence. We can return hate with hate. And that's the problem with political violence is it metastasizes because we can always point the finger at the other side. And at some point, we have to find an off-ramp or it's going to get much, much worse. Les accusations contre Robinson n'ont pas encore été prouvées devant un tribunal. L'arrestation de Robinson met temporairement fin à la traque, mais elle n'apaise pas les tensions. Partout aux États-Unis, les débats s'enflamment, sur les campus, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Certains y voient la preuve d'une polarisation devenue incontrôlable. D'autres dénoncent une récupération politique immédiate. Des étudiants, témoins directs de la scène, racontent encore être hantés par le bruit sec du tir et les secondes de chaos qui ont suivi. Des professeurs décrivent une atmosphère de peur dans les amphithéâtres. Des familles, elles, redoutent l'idée de voir leurs enfants évoluer dans un climat où la politique et la violence s'entremêlent. Le drame dépasse de loin le simple cadre d'un campus universitaire. Il devient un symbole d'une époque marquée par la méfiance, la radicalisation et l'explosion des discours en ligne. Le poids des mots et des images. Ce qui frappe dans cette affaire, au-delà du geste meurtrier, ce sont les éléments qui l'entourent. Les inscriptions gravées sur les balles, les références à des mèmes internet, le mélange de culture pop, de jeux vidéo et de slogans politiques. Tout cela témoigne d'un univers mental où la frontière entre réel et virtuel s'efface. Un monde où les provocations ironiques circulant sur Discord peuvent se matérialiser dans un acte de violence armée. Les experts interrogés soulignent que ce phénomène n'est pas isolé. De plus en plus souvent, les crimes violents s'accompagnent de références cryptiques, compréhensibles uniquement par des initiés à une culture numérique particulière. Comme si chaque balle, chaque inscription devenait à la fois une arme et un message codé. Des accusations encore à prouver. Il faut le rappeler, pour l'instant, Robinson n'a pas été reconnu coupable. Les accusations devront être confirmées ou infirmées par un tribunal. Mais la somme des éléments rassemblés par les enquêteurs, les confidences familiales, les messages en ligne, l'arme retrouvée, les inscriptions, dessine déjà un tableau inquiétant.
Dans cette affaire, comme souvent, les faits bruts se mélangent aux interprétations et chaque camp politique s'empresse d'y voir la confirmation de ses thèses. Le contraste entre les discours politiques lors de la conférence de presse est frappant. D'un côté, un appel à condamner la gauche radicale, accusée d'alimenter la haine, de l'autre, un avertissement. Si chaque camp se contente de pointer du doigt l'adversaire, alors la spirale de violence ne fera que s'intensifier. Les journalistes présents décrivent une atmosphère électrique. Chaque mot est pesé, chaque phrase reprise, diffusée, commentée en boucle. Cette conférence, censée marquer une victoire, l'arrestation du suspect, devient aussi le reflet de la fracture idéologique qui traverse le pays. L'affaire Robinson n'est pas seulement celle d'un crime, c'est un miroir. Un miroir tendu à une société fracturée, où l'idéologie, l'ironie et la violence s'entrelacent. Ce drame rappelle que les mots ont un poids, que les images circulant sur les réseaux peuvent devenir des actes, et que la frontière entre le virtuel et le réel est plus poreuse que jamais. Dans ce climat tendu, une question demeure. Jusqu'où ira cette spirale de haine politique ? La réponse, elle, appartient aux mois et aux années à venir. Si ce reportage vous a intéressé, je vous invite à regarder cette autre vidéo de la chaîne. Elle apporte un nouvel éclairage sur un sujet tout aussi marquant. Clique ici et poursuis avec nous.